Nous allons parler maintenant de la stomie digestive. Alors, diapositive numéro 1, en définition, on va définir ce qu'est la stomie, le plus simplement possible. C'est l'abouchement chirurgical d'un organe creux à la peau. Donc stomie, ça vient du mot stoma, bouche, donc abouchement, bouche, abouchement. Donc, parce qu'on pourrait faire un abouchement, on verra quand on parlera de la trachéostomie, donc c'est bien la trachée qui est un organe creux que l'on abouche à la peau. Sauf que là, on va parler des stomies digestives, donc ça va concerner l'abouchement de l'intestin grêle ou du côlon à la paroi abdominale. Enfin, la paroi abdominale, puis surtout à la peau, puisque le bout d'intestin va être visible, puisque ça va permettre d'évacuer les selles. Diapositive numéro 2, les conséquences d'une stomie. Donc, évidemment, si on fait, à un moment donné, on coupe l'intestin et on va l'aboucher à la peau. Donc, il y a une partie de la digestion qui ne va plus être effective au niveau, alors que ce soit, on verra, une jéjunostomie ou une colostomie, c'est-à-dire l'abouchement d'une partie du jéjunum ou de l'iléon, ce sera une iléostomie, ou l'abouchement du côlon, une colostomie. Le plus souvent d'ailleurs, on abouche le côlon. Donc du coup, si on coupe et qu'on met directement à la peau, les selles vont sortir bien avant, c'est-à-dire que les selles n'iront pas jusqu'au bout de l'appareil digestif et ne sortiront plus par l'anus. Voilà, elles vont sortir justement par l'ouverture que l'on a pratiquée au niveau abdominal. C'est pour ça qu'on appelle la stomie communément l'anus artificiel. Donc il n'y aura plus de continence, parce que ce qui nous permet d'être continent, je le répète, c'est la capacité à se retenir, que ce soit pour les selles ou pour les urines. C'est bien parce qu'au niveau de l'anus, on a un sphincter qui nous permet justement de maintenir fermé l'anus et de pouvoir se retenir et de ne pas faire caca dans sa culotte. Voilà. Sauf que là, évidemment, il n'y a plus de sphincter. On abouche directement l'intestin à la peau. Donc les selles vont s'évacuer au fur et à mesure qu'elles vont arriver. Diapositive numéro 3, la stomie. Donc là, on vous montre une photo de ce qu'est une stomie. Et on vous montre à gauche le schéma pour que vous compreniez mieux. Donc vous voyez, on a pris l'intestin, on a fait une ouverture au niveau de la peau, on a fait une espèce de repli, de petits bourrelets. Et vous voyez bien, là c'est une stomie qui est récente, puisqu'on voit encore les points de suture du chirurgien. Voilà, et on va suturer l'intestin à la peau. Et on voit là, si vous agrandissez un petit peu l'image, vous verrez des traces de sel, un petit peu jaune verdâtre. Là, les selles vont donc sortir directement à la peau. Alors on verra après, évidemment, on va mettre une poche pour pouvoir récupérer tout ça. Nous passons à la diapositive 4, les indications. Alors dans quel cas, les indications c'est ça, c'est-à-dire dans quel cas le chirurgien va-t-il faire une stomie ? Alors très tôt à la naissance, pour certains nouveau-nés, il y a une mauvaise perforation anale ou pas de perforation anale. C'est pour ça qu'à la naissance, on s'assure justement que tout soit bien ouvert, que ce soit en haut et en bas, s'assurer que tout est bien ouvert. Et certains nouveau-nés naissent sans perforation anale. Donc on va parfois pratiquer une stomie pour que le bébé puisse évacuer les selles pour ultérieurement, après, travailler à lui refaire un anus normal. Tout traumatisme de l'abdomen qui aurait pu justement entraîner un traumatisme au niveau abdominal, au niveau des intestins, et qui aurait trop endommagé l'intestin, et on serait obligé d'en couper un morceau et on serait obligé de faire un abouchement. Évidemment, les raisons les plus fréquentes, ce sont les cancers de l'intestin, ou bien tout ce qui est polype, ou alors occlusion. On a parlé de l'occlusion intestinale. On a vu que parfois il y avait une nécrose. Dans l'occlusion, on peut avoir une souffrance au niveau des vaisseaux. Les vaisseaux se bouchent et il va y avoir une nécrose parfois d'une partie de l'intestin. On est obligé de le couper, on est obligé après de faire une stomie.
Il y a des pathologies infectieuses graves comme la péritonite ou un abcès, une fistule qui va nous obliger à faire une stomie. Et puis tout ce qui va être pathologie du rectum ou du sphincter, voilà, la personne ne peut plus faire ses selles par les voies naturelles. Donc on va être obligé de faire une colostomie pour le coup. Hein. On va aboucher le côlon à la peau. Et puis on a des maladies inflammatoires comme la colite aiguë, les rectocolites hémorragiques qui parfois vont nécessiter la pose d'une stomie également. Alors nous passons à la diapositive 5, un petit rappel anatomique. C'était pour vous montrer là ce qui nous intéresse particulièrement, c'est tout ce qui est jéjunum, iléon, côlon, ascendant, transverse ou descendant. Donc on peut très bien avoir très tôt au niveau du jéjunum une stomie, on appellera ça une jéjunostomie. C'est assez exceptionnel quand même. On va plutôt retrouver parfois des iléostomies, donc on a abouché l'iléon à la peau. Et puis de façon assez fréquente aussi, on va avoir... Parce que c'est quand même plus facile de couper un bout d'intestin grêle, on en a quand même plusieurs mètres, on peut couper et on peut refaire ce qu'on appelle la continuité. Donc on n'a pas besoin d'aboucher à la peau. Et on verra aussi, je ne sais pas si on en parle tout à l'heure, on verra aussi que parfois on va faire une stomie transitoire, c'est-à-dire que le chirurgien va couper un bout d'intestin, va faire une stomie, et puis 2-3 mois après, une fois que tout s'est bien consolidé, que tout est bien en meilleur état, il va réopérer la personne et il va faire ce qu'on appelle un rétablissement de continuité, c'est-à-dire qu'on va raboucher l'intestin à l'intestin. Et ce sera fini. Après, on va recoudre l'orifice au niveau de la peau et la personne va pouvoir reprendre un transit normal, une digestion, on ne peut plus normal. Et malheureusement, parfois, on ne va pas pouvoir faire un rétablissement de continuité, donc la personne gardera à vie une stomie. Alors c'est vrai que quand on enlève un morceau de jéjunum ou un morceau d'iléon, c'est plus facile parce qu'on a pas mal de longueur, donc c'est beaucoup plus facile de faire un rétablissement de continuité à cet endroit-là. Par contre, vous voyez là avec le schéma, le côlon, imaginez là, j'enlève... je sais pas moi, la moitié du côlon transverse, je peux pas tirer sur le côlon ascendant et aller le raboucher au côlon descendant. On n'a pas assez de longueur, on peut pas. Le côlon, il reste assez en place, il est moins mobile que le jéjunum et l'iléon. Voilà. Nous passons à la diapositive 6. Les différentes localisations, c'est ce que je vous ai dit avant, puisqu'on avait le schéma sous les yeux. Au niveau du côlon, on parlera de colostomie. Au niveau de l'iléon, on parlera d'iléostomie. Et au niveau du jéjunum, on parlera de jéjunostomie. Donc là, c'est du vocabulaire médical. Vous rajoutez la terminaison stomie à la racine côlon, iléon ou jéjunum. Alors, voilà ce que je vous ai dit, la stomie soit temporaire, soit définitive. Et si elle est temporaire, on fera ce qu'on appelle donc le fameux rétablissement de continuité. Nous passons à la diapositive numéro 7, on va parler d'appareillage. Vous comprenez qu'une fois qu'on a abouché l'intestin à la peau, les selles vont s'écouler en permanence. On verra aussi tout à l'heure que selon où est située la stomie, les selles peuvent être moulées, molles, voire très liquides. Donc, il va falloir mettre un appareillage qui va récupérer ces selles qui vont sortir en permanence. Cet appareillage, il faut qu'il soit confortable pour la personne, à la fois sur le plan physique, à la fois sur le plan psychologique, parce que c'est quand même très difficile d'accepter de faire caca dans une poche au niveau de l'abdomen. Donc on a différents modèles. Je vous montrerai les images sur la diapositive suivante. Donc on a des poches adhésives, on va faire un trou de la taille de la stomie, on va la coller contre la peau de l'abdomen. On a des poches qui sont adhésives avec des filtres à gaz, parce que selon où va être la stomie, il risque d'y avoir une grosse production de gaz. Donc c'est bien qu'il y ait un filtre, parce que les gaz vont pouvoir s'échapper. Sinon la poche va gonfler, elle risque d'éclater carrément. Et puis surtout, ce sont des filtres à charbon parce que, évidemment, il faut, si possible, retenir au maximum les mauvaises odeurs.
On a des poches avec un protecteur cutané, je vous montrerai sur la diapositive suivante, c'est-à-dire c'est en deux parties. On met un support qu'on va garder plusieurs jours et on va clipser la poche dessus. Et puis on a des poches vidangeables. Alors ça c'est faisable quand les selles sont très liquides. Vous comprenez que quand on a des selles molles et moulées, on va défaire la poche, on va jeter la poche, on va remettre une poche vide. Quand on est sur une jéjuno ou une iléostomie, on va avoir des selles liquides. Là, en effet, on peut mettre une poche vidangeable. Il y a un bouchon, on ouvre, on vidange et on referme. Nous passons à la diapositive 8, toujours sur l'appareillage. Donc, vous avez en bas à gauche un modèle. Alors, ça, c'est le modèle, on voit, il y a le côté marron qui se colle sur l'abdomen. Et puis là, on est sur un modèle de poche vidangeable. Vous voyez bien le petit bouchon tout en bas. Au milieu, en haut, on a justement des poches avec support. Donc, vous voyez le support. Alors là, on voit qu'il y a un tout petit trou au milieu. Évidemment, il va falloir le trou, il va falloir le couper à la taille précise de la stomie. Parce que la stomie, elle peut être petite, moyenne ou un petit peu plus importante. Donc, on va vraiment essayer de faire un trou pile à la taille de la stomie. On va donc coller la plaque contre l'abdomen et on va venir clipser. Vous voyez, on voit une poche qui peut se clipser. Alors, l'avantage de ces poches-là, c'est que ça évite à chaque fois de coller, décoller, coller, décoller, parce que la peau, à force, s'irrite avec les collants. Donc, ça ménage quand même beaucoup la peau. Alors, évidemment, de façon régulière, quand le support va commencer à se décoller, on va l'enlever et on va en poser un neuf. Et puis, du côté droit, vous avez des poches qui, elles, se collent directement. On voit le support. Pareil, même principe, on va découper à la taille de la stomie et on va la coller directement autour de la stomie. Mais vous comprenez, elles sont ni vidangeables, ni clipsables. Donc celles-là, on les met et quand elles sont pleines, on les enlève et on les décolle et on les jette. Et on en remet une directement. On verra tout à l'heure les soins de stomie. Alors vous voyez, même on voit qu'il y a différents modèles. Des plus grands, des moyens, des petits. Voilà, tout dépend de l'usage que la personne en fait. Passons à la diapositive numéro 9, toujours sur l'appareillage. Donc vous comprenez que après chaque personne va choisir des poches en fonction de l'usage qu'elles en font. Et puis, choisir le modèle le plus confortable, celui qui va irriter le moins leur peau. Donc, il faut utiliser des poches qui sont évidemment parfaitement étanches. Il ne faut surtout pas qu'il y ait des fuites de matière fécale et pas de fuite d'odeur, parce que c'est très inconfortable pour la personne. Il faut aussi que le matériel utilisé n'irrite pas la peau, donc il faut que ce soit protecteur pour la peau. Il faut que ce soit une poche qui soit bien tolérée par le patient, qu'elle soit facile à changer ou facile à vidanger. Ça, c'est le patient qui choisira. Et puis, il faut qu'il y ait un sentiment de sécurité pour le patient. Il ne faut pas qu'il se dise à chaque fois « Oh là là, une fois sur 4, ma poche se décolle, j'ai eu des fuites, ça s'est décollé, ça s'est déclipsé. » Et puis, il faut aussi que ce soit du matériel discret et silencieux, parce que c'est du plastique, et le plastique, s'il n'est pas assez souple, il est très bruyant. Donc, ça veut dire que la personne... elle a envie d'être discrète par rapport à ça, sous un pull, sous un t-shirt. Elle n'a pas envie que ça se voie et que ça s'entende. Donc voilà, il faut qu'elle prenne des modèles adaptés. Diapositive numéro 10. On va parler du rôle de l'aide-soignant. Alors, je disais tout à l'heure que plus on va faire une intervention haute, donc c'est-à-dire jéjunum ou iléon, plus les selles seront liquides. À l'inverse, au niveau du côlon ascendant, les selles sont quand même encore pâteuses, un peu liquides, pâteuses. Et plus on va s'approcher du rectum, plus on va avoir des selles de plus en plus moulées. Si une personne a une colostomie gauche, c'est-à-dire au niveau du côlon descendant, ou même au niveau du sigmoïde, là, elle va récupérer des selles moulées, parce qu'on est vraiment à la fin du trajet, du transit intestinal. Donc, vous devez surveiller l'élimination.
tel que vous surveillez l'élimination dans une protection, dans le bassin ou en interrogeant le patient, vous surveillez aussi ce qui va être produit dans la poche. Et comme c'est quelque chose d'assez incontrôlable, voilà, ça va s'écouler en permanence. Donc la surveillance doit être régulière. C'est pas comme quand on va à la selle. En général, quand on y est allé une fois dans la journée, en général, on est tranquille pour 24 heures. Tandis que là, ça se remplit régulièrement. Et quand on est sur des interventions hautes, jéjuno ou iléostomie, il va y avoir une grande quantité de liquide, puisque le côlon, il assèche les matières. Donc, plus elle est haute, la stomie, plus on va avoir des selles liquides, plus on va avoir des quantités importantes. Il va falloir faire beaucoup de changements ou beaucoup de vidange dans la journée. Nous passons à la diapositive 11, toujours sur le rôle de l'aide-soignant. Vous devez veiller à l'alimentation que la personne va avoir. Alors évidemment, en post-op immédiat, le patient sera sur un régime sans résidus. Même au début, il va être à jeun, et puis sous aspiration souvent. Et puis après, on arrête l'aspiration, et puis on attend la reprise des gaz. Et quand la personne commence à avoir des gaz, on commence à introduire l'alimentation. Au début, c'est du liquide. Et puis, petit à petit, on va introduire une alimentation solide. Alors, au début, l'alimentation, elle est sans résidus parce qu'on veut qu'il y ait le moins de sel possible pour laisser le temps à la stomie de se cicatriser. Au-delà, dans les semaines et les mois qui suivent, et les années qui vont suivre la pose d'une stomie, on va, alors déjà dans un premier temps, élargir le régime, bien sûr. Et puis, la personne va reprendre une alimentation quasiment normale. Ce qu'on va lui demander, c'est de réintroduire aliment par aliment. Parce que jamais réintroduire plusieurs aliments, parce que des fois, il peut avoir une intolérance ou ça peut lui donner... Voilà, il y a un aliment en particulier qui va, par exemple, lui donner plus de gaz qu'un autre. Même si ce sont des aliments qui sont connus qui ont tendance à produire des gaz. Mais on va lui demander de réintroduire un par un pour bien repérer s'il y a certains aliments qui produisent trop de gaz ou provoquent chez lui une intolérance, de la diarrhée. Donc, on lui demande bien de réintroduire comme ça progressivement. Évidemment, tous les aliments qui entraînent de l'inconfort et des diarrhées, trop de gaz, évidemment, de lui-même, le patient va les éliminer. Nous passons à la diapositive 12, toujours sur le rôle de l'aide-soignante. Donc, vous devez veiller au respect du régime prescrit par le médecin, la réintroduction progressive. Donc ça, il faut être très très vigilant et y aller très progressivement. Et évidemment, donc participer à son éducation, lui expliquer l'intérêt de réintroduire après un par un les aliments. Vous savez, c'est un peu comme pour un petit enfant, on introduit toujours un par un les aliments pour être sûr que l'enfant les tolère bien. Là, c'est un petit peu le même processus. Il va introduire un par un. Alors, quand il introduit un aliment, que tout se passe bien, voilà, après, il peut en manger. Et puis, il faut qu'il attende quelques jours avant de réintroduire un autre aliment, et ainsi de suite. La bonne tolérance, vous pouvez justement voir avec lui ou l'aider à surveiller. Est-ce que, en effet, il a mangé un aliment et vous vous rendez compte que derrière, voilà, ça part en diarrhée ou plus de sel, trop de gaz, la poche est très souvent gonflée, il faut l'ouvrir et évacuer les gaz. Donc ça fait partie, vous aussi, de l'éducation et de votre surveillance. Et tout ce que vous aurez pu observer, évidemment, vous ne manquerez pas de le transmettre à l'infirmière. Nous passons à la diapositive 13, le soin de stomie. Alors, vous êtes habilité à faire les soins de stomie une fois que la stomie est bien cicatrisée. C'est-à-dire qu'on compte à peu près 1 mois. Alors, il y a des gens, au bout de 3 semaines, tout est cicatrisé, tout va bien, vous pouvez vous en occuper. D'autres, il faut un petit peu plus, parce que des fois, il y a eu des complications. Mais une fois qu'elle est parfaitement cicatrisée, vous êtes habilité à vous occuper d'une stomie. Et quand je dis vous occuper d'une stomie, c'est enlever la poche, nettoyer et évidemment remettre une nouvelle poche ou un nouveau support.
L'anus est à la peau. Chez quelqu'un qui a un anus normal, vous lui faites sa toilette normalement, vous lui lavez l'anus, et vous lui mettez une protection si besoin. Et bien là, c'est pareil, c'est un anus artificiel, donc vous allez pouvoir lui nettoyer son anus et lui mettre les éléments de protection qui vont lui éviter de faire les selles en continu dans son pull. Voilà, donc à partir du moment où c'est bien cicatrisé, c'est vous qui le ferez. Ça fait partie de votre compétence. Au début, c'est l'infirmière. En post-opératoire, le premier mois, tant qu'on n'a pas une stomie bien cicatrisée, c'est l'infirmière qui gérera tout ça. Nous passons à la diapositive 14, toujours sur le soin de stomie. Ça, c'est un travail en équipe. On va travailler ensemble pour rendre le patient le plus autonome possible, le plus vite autonome, pour qu'il puisse gérer sa poche. Il ne va pas rester des mois à l'hôpital. En post-op, il va rester un certain temps. C'est le moment de lui apprendre à gérer seul sa poche de stomie. Et on verra tout à l'heure que ce n'est pas toujours évident. On va passer à la diapositive 15, toujours sur le soin de stomie. Donc, pas d'inquiétude, la stomie, ce n'est pas, une fois qu'elle est cicatrisée, donc je le répète, puisque c'est une fois cicatrisée que vous pouvez vous en occuper, ce n'est pas une plaie. Même si on l'a vu dans l'image précédente, ça fait un petit peu rouge vif, c'est normal, c'est l'intérieur de l'intestin, ça se présente comme ça. Il y a beaucoup de capillaires à cet endroit-là. C'est un endroit très, très, très vascularisé, forcément, puisque c'est à cet endroit-là que vont être récupérés l'eau, les nutriments. Donc c'est pour ça que l'intestin est très vascularisé. Donc ce n'est pas une plaie, ça ne nécessite pas de soins stériles. Vous comprenez bien, quand on fait caca, c'est pas stérile. Donc l'eau du robinet, ça suffit amplement. On peut éventuellement utiliser un savon, mais alors pas de savon agressif. On ne va pas utiliser le gel douche. On peut éventuellement utiliser du savon de Marseille ou un savon très doux et faire attention à ce que ce soit bien rincé pour pas qu'il y ait d'irritation. Nous passons à la diapositive suivante, la numéro 16, toujours sur le soin de stomie. Alors, très simple, vous vous lavez les mains, vous mettez des gants. Vous retirez la poche usagée, soit en la décollant, soit en la déclipsant du support. Toujours regarder l'aspect des selles, parce qu'il y a des poches qui sont un peu transparentes, mais pas toujours. En général, elles sont un petit peu couleur chair et opaques. Donc, quand vous retirez la poche, c'est le moment de jeter un œil, comme quand on enlève une protection. Je vous ai dit, on regarde, on vide un bassin, on change une protection, on regarde la quantité et l'aspect des selles. Là, c'est pareil. Donc, on regarde bien avant de jeter dans la poubelle la poche de stomie. C'est clair que la poche de stomie, c'est comme une protection. Ça va dans les DAOMI, dans les ordures considérées comme des ordures ménagères. Sauf si, en effet, le patient est porteur notamment d'un Clostridium difficile. Là, en effet, ça partira dans les dasseries. Donc, on retire délicatement les selles qui seraient restées au niveau de la stomie ou autour de la stomie, délicatement, tout en douceur, avec un papier absorbant bien imbibé d'eau. Et puis on effectue, alors ça c'est pour nettoyer la stomie en elle-même, et n'oubliez pas que toute la peau qui est cachée sur laquelle était collé le support, il va falloir faire un nettoyage au gant de toilette. En ces cas-là, vous prenez un gant jetable, comme on nettoie les fesses. Vous prenez un gant jetable, de l'eau, du savon, et vous faites une toilette, vous rincez bien, et vous séchez bien. Vous séchez bien la peau autour. La stomie, elle, on l'a nettoyée avec un absorbant et du papier imbibé d'eau. La stomie, elle, c'est pas la peine de vouloir la sécher. Elle, c'est normal qu'elle reste humide. Ce qu'il faut bien sécher, c'est tout le pourtour de la stomie, parce qu'on va venir coller la poche ou le support de poche. Donc, si c'est humide, ça ne collera pas. Donc, diapositive numéro 17, toujours sur le soin de stomie. Donc on va bien rincer et on va sécher en tamponnant doucement. Et avant de reposer la nouvelle poche ou avant de reposer le support de poche, vous regardez bien l'état de la peau. D'accord ?
Si elle est irritée, rouge, inflammatoire, parfois on peut avoir aussi comme des petites infections un petit peu jaunâtres. Ça peut être des boutons, ça peut être aussi des traces comme des brûlures, c'est rouge vif. Tout ça, il faudra le dire à l'infirmière. Ça veut peut-être dire que la personne fait une réaction parfois allergique, une intolérance à ce type de poche. Donc on va à ce moment-là changer les supports. Donc si tout va bien, vous séchez bien, vous regardez bien, vous séchez bien en tamponnant doucement et vous remettez le nouveau support ou la nouvelle poche en prenant soin de bien découper pile à la taille de la stomie. Pourquoi pile à la taille ? Parce que si vous découpez trop large, les selles, quand elles vont sortir, elles sont quand même irritantes et elles vont irriter la peau. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment que ce soit découpé pile à la taille. Si vous découpez trop serré, vous risquez de stranguler la stomie. Donc faites bien attention à faire un découpage bien précis. Nous passons à la diapositive numéro 18, toujours sur le soin de stomie. Alors, s'il n'y a pas de filtre, ce qu'on fait parfois, c'est qu'on prend une petite épingle et on va faire un petit trou sur l'angle supérieur de la poche. Ça va permettre l'évacuation des gaz. C'est pour ça que le mieux, c'est quand il y a un filtre. Alors, c'est mieux, mais je crois qu'elles sont plus chères, donc c'est un petit peu... parfois, on n'a pas toujours ces poches-là. Voilà, donc une fois que vous avez bien tout remis en place, que vous êtes assuré qu'elle tenait bien ou que la poche est bien clipsée au support, vous assurez qu'elle va être bien étanche, eh bien vous retirez vos gants, vous lavez les mains et puis vous aidez le patient à se réinstaller. Diapositive 19, toujours sur le soin de stomie. Donc, après avoir effectué ce soin, vous allez réaliser des transmissions écrites et orales sur ce que vous avez pu constater, que ce soit, alors comme je dis, pas de problème, pas de cible. On va cibler si vous avez remarqué un problème, une anomalie dans l'état de la peau, quelque chose dans la consistance ou le volume des selles, ou bien ça peut être aussi les réactions du patient. On va y venir, parce que c'est difficile pour eux d'accepter ça au début. Donc les réactions du patient par rapport à sa stomie peuvent aussi être quelque chose à consigner dans les transmissions écrites. Nous passons à la diapositive numéro 20. Nous allons parler de stomie et de diététique. Donc je vous ai dit qu'en fonction de l'emplacement de la stomie, on va avoir des selles complètement différentes. Quand on a une colostomie gauche, les selles, elles sont normales. C'est normal, on est en fin de digestion. Les selles, elles sont moulées, elles vont se stocker au niveau du rectum. Quand le rectum est plein, ça vous donne envie de déféquer et vous allez à la selle. Donc colostomie gauche, c'est-à-dire au niveau du côlon descendant, voilà, pas de souci, on a des selles tout à fait normales. Quand on est dans une colostomie droite, là, les selles ne sont pas encore bien déshydratées. C'est pour ça qu'on va avoir des selles plus ou moins molles. En revanche, quand on est sur une iléostomie, et encore plus sur une jéjunostomie, c'est quand même assez rare les jéjunostomies. Donc quand on est sur une iléostomie, les selles sont très très liquides et elles peuvent donner à peu près un volume d'1,5 litre par jour au début. Alors après, c'est vrai, le corps va s'adapter et il y aura une diminution progressive. Mais au début, il y a énormément de sel. Nous passons à la diapositive 21, toujours stomie et diététique. Donc il faut absolument que la personne ait une bonne hygiène alimentaire, qu'elle fasse 3 repas par jour et surtout qu'elle veille à une bonne hydratation. Alors, quand on est sur le côlon gauche, si on est déshydraté, on risque de faire des selles très dures qui vont peut-être avoir même du mal à sortir par la colostomie. Au niveau de l'iléostomie, ça nécessite une grande hydratation parce que vous avez compris, l'eau n'est pas réabsorbée, elle est réabsorbée dans le côlon, l'eau. Là, on est au niveau de l'iléostomie, au niveau de l'iléon, on a une grande quantité de sels liquides par jour avec donc une grande perte d'eau. Donc il y a un risque de déshydratation plus important. Donc vous voyez que c'est important, selon où va être placée la stomie, ça va nécessiter certaines mesures au niveau alimentaire. Et puis évidemment, manger lentement, bien mastiquer, ça c'est valable pour tout le monde. Et évidemment, éviter les aliments qui seront propices à fabriquer des gaz. Alors nous passons à la diapositive 22, stomie et diététique toujours.
Alors justement, hein, au niveau des régimes alimentaires, quand on a une colostomie gauche, bon, il n'y a pas de régime alimentaire particulier. On va quand même essayer de limiter les aliments qui fabriquent des gaz, hein, parce que ça va surtout remplir la poche de gaz. Alors après, ça c'est un petit peu personnel. C'est là où justement le patient va réintroduire aliment par aliment et constater si ça donne beaucoup de gaz ou pas. Mais c'est vrai qu'on essaye de limiter, si possible, les légumes secs. Et puis des aliments comme les champignons, les choux, les navets, les artichauts, les oignons, chou-fleur, ça peut donner des gaz aussi, puis ça peut donner aussi des odeurs fortes au gaz. Donc voilà, après c'est plus pour le confort psychologique du patient. Pour une colostomie droite, là au contraire, on va essayer de limiter les aliments qui accélèrent le transit, qui ont parfois tendance à donner la diarrhée, tels que les fruits frais. Et justement dans les fruits, alors les fruits frais, voilà, c'est riche en eau, tout ça, ça peut faciliter l'apparition de diarrhée. Et notamment, ce qui va provoquer, c'est tout ce qui est jus de fruits, et notamment les jus de fruits d'agrumes, hein. Les agrumes, ça a tendance à donner facilement la diarrhée quand on a une colostomie droite. Nous passons à la diapositive numéro 23, toujours stomie et diététique. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué quand on a une iléostomie. Donc je vous ai dit, l'hydratation est très importante parce que il va y avoir une plus grande perte d'eau. Hein, donc il va falloir la compenser, cette perte d'eau. Et il va falloir surveiller le poids parce que, évidemment, plus la stomie est haute, plus on coupe une partie de la digestion. Et donc il y a des aliments ou des nutriments ou des vitamines qui ne vont pas être suffisamment absorbées. Donc il faut faire très attention. La personne peut déjà maigrir, donc il va falloir surveiller son poids. Et puis, elle peut avoir aussi des carences en certains nutriments ou des carences en vitamines. Donc tout ça, ça doit être surveillé de près ou compensé si besoin. Bon, ça, c'est le médecin qui donnera des compléments. Mais vous pouvez à votre niveau veiller à ce qu'il s'hydrate bien et bien surveiller son poids. L'alimentation, là, c'est un petit peu plus compliqué. Quand on a une iléostomie, on va favoriser une alimentation pauvre en résidus. Je vous renvoie au cours de diététique de Madame Dion du début d'année, c'est-à-dire un régime pauvre en résidus, c'est un régime où il n'y a pas trop de fibres, hein, donc pas trop de fruits, pas trop de légumes. Alors c'est un petit peu embêtant parce que ce sont quand même des aliments qui sont riches en vitamines et en sels minéraux. Mais malheureusement, voilà, il faut en limiter quand même la consommation. Donc on va limiter les légumes, les fruits, le lait entier, les yaourts, fromage frais, yaourt. Et puis tout ce qui va être un petit peu gras, viande en sauce. Et après tout ce qui est à base de céréales complètes. Donc on va manger du pain blanc, mais on ne va pas manger du pain aux céréales parce que ça va... là, pour le coup, il y a beaucoup de résidus, beaucoup de fibres. Ça va irriter et ça va, au contraire, donner un transit plus important. Ça va donner plus de diarrhée. Passons à la diapositive numéro 24, toujours stomie et diététique. Alors, quoi qu'on en dise, on peut quand même être constipé. Alors, l'iléostomie, non, parce qu'on est dans une zone où tout est très liquide. Mais dans les colostomies, notamment la colostomie gauche, hein, celle qui est quasiment à la fin de l'appareil digestif, on n'est pas à l'abri d'une constipation, hein, faut pas croire. C'est pas parce que la personne a un anus artificiel qu'elle ne peut pas avoir un épisode de constipation. Donc, si elle a tendance à se constiper, on diminue la consommation de féculents et au contraire, hein, on veille à une bonne hydratation et à une consommation plus importante de fruits et de légumes. Et si c'est possible, de proposer à la personne de faire un petit peu plus d'activité physique. C'est finalement les mêmes principes que l'on a vus dans le traitement de la constipation quand on l'avait vu en cours précédemment. Nous passons à la diapositive 25. Alors, à l'inverse, si on a des diarrhées. Alors, je ne parle pas de l'iléostomie parce qu'on sait que là, de toute façon, on a des selles liquides. Je parle de diarrhée vraiment quand on a une colostomie, droite ou gauche, où on doit normalement avoir des selles molles et plutôt même moulées quand c'est à gauche. On peut avoir des problèmes de diarrhée. Donc là, en effet, ce sont les mêmes principes que quelqu'un qui a une diarrhée et qui n'a pas de stomie. On va arrêter la consommation de laitage,
On va limiter, arrêter la consommation de légumes frais, de tout ce qui peut être irritant. Par contre, on va inciter la personne à manger des féculents, du riz, des pâtes, de la semoule, et puis des carottes cuites aussi, puisqu'on sait que ça traite bien les problèmes de diarrhée. Et on peut lui proposer des desserts à base de coin et de bananes, et surtout de bien boire, puisque quand on a de la diarrhée, on a une perte en eau plus importante. Nous allons passer à la diapositive 26, et nous terminerons par cette dimension-là, c'est-à-dire l'approche psychologique. Physiquement, c'est un gros changement. Faire caca par l'abdomen, c'est, vous voyez, en termes d'image corporelle, en termes de, vous avez toujours fait caca par derrière, sans avoir besoin de vous en préoccuper une fois par jour, et que là, vous vous retrouvez avec une poche qu'il va falloir changer parfois plusieurs fois par jour ou vidanger. C'est un sacré bouleversement. Déjà dans la prise en charge, sur le plan pratico-pratique, et psychologiquement, c'est quand même un sacré changement qu'il va falloir assimiler. Il va falloir que la personne fasse le deuil de son anus. Là, elle va se retrouver avec une stomie. Et il y a toujours la peur de sentir mauvais, que la poche s'ouvre, d'être souillée. Voilà, c'est très très compliqué. Mais il y a même des gens qui sont écœurés rien que de voir la stomie sur leur abdomen. Nous passons à la diapositive 27, toujours stomie et approche psychologique. Alors, du côté patient, il y a forcément, le patient se retrouve dans une forme d'incontinence, puisque là, il ne peut plus se contenir, ça va s'écouler, les gaz et les sels vont s'écouler au fur et à mesure qu'elles arrivent au niveau du côlon ou de l'iléon. Et ça, les sels et les gaz là qui pourraient s'échapper à tout moment, c'est socialement pas très accepté. La propreté, justement, nous est inculquée depuis le tout jeune âge, et puis la capacité aussi à se contenir et à aller à la selle, en moyenne une fois par jour. Donc, c'est vraiment une perte de l'estime de soi pour le patient, et une atteinte aussi à son image corporelle, parce que vous vous retrouvez avec une stomie au milieu de l'abdomen, et puis avec une poche, c'est pas très joli quand même. Donc voilà, il y a tout un travail d'accompagnement pour que la personne puisse accepter sa maladie, faire le deuil de sa santé antérieure, qu'elle s'accepte avec sa stomie, et à partir du moment où elle va s'accepter, on va pouvoir entamer l'éducation et qu'elle puisse être autonome, parce que le but c'est ça, c'est qu'après la personne va rentrer chez elle, il va falloir qu'elle soit autonome dans la gestion de ses poches. Et nous terminons par la diapositive 28, stomie, approche psychologique. Et là, donc, du côté des soignants, vous devez, votre rôle, ça va être d'accompagner le patient dans ce travail de deuil, dans cette acceptation de cette nouvelle image corporelle et de cette nouvelle forme d'incontinence. Donc il va falloir qu'il travaille sur ça, le patient, il va falloir l'accompagner, il va falloir être très à l'écoute, se mettre à son rythme, ne pas forcer, ne pas l'obliger à regarder, ne pas l'obliger à faire. Il faut lui laisser du temps. Il y viendra progressivement. Alors le travail, lui, avant même la stomie, il y a tout un travail d'accompagnement. C'est-à-dire qu'on le prépare psychologiquement à ce qu'il va lui arriver. Dans les cas d'occlusion, évidemment, la personne qui a une occlusion, qui arrive brutalement, qui se retrouve au bloc opératoire, qui va se réveiller avec une stomie, là, ça va être un petit peu plus brutal. L'acceptation va être compliquée. Bon, ça prendra du temps. C'est pour ça que quand on sait d'avance que l'on va faire une stomie, on peut préparer psychologiquement la personne, lui montrer des images, lui expliquer à quel endroit ça va se situer, à quoi ça va ressembler, qu'est-ce que ça va nécessiter. Donc la personne commence, alors ça lui fait un coup dur quand même, mais la personne va commencer à se préparer psychologiquement avant même l'intervention. Et il y a des gens, moi j'ai vu, parce que j'en ai soigné plusieurs, des personnes qui avaient eu des stomies, qui venaient d'être opérées d'une stomie.
Vous avez aussi parfois des gens qui se sont suffisamment bien préparés ou qui ont été suffisamment bien préparés et qui parfois, à la vision de la stomie, vous disent « Ah j'aurais pensé que ça aurait été plus impressionnant que ça. » Voilà. On peut avoir des réactions diverses et variées. Et à l'inverse, vous allez avoir des gens qui vont vous dire voilà, on a eu beau les préparer bien longtemps à l'avance. Ils supportent pas, quoi. Ils supportent pas la vue de la stomie, ils supportent pas d'enlever une poche pleine de sel. Voilà, ça leur est insupportable. Voilà, donc faut pas la bousculer, la personne. Il faut se mettre à son rythme, lui laisser le temps d'accepter tout ça. Et il n'empêche que, voilà, quand vous faites les soins, vous pouvez, souvent, parfois, quand ils sont pas en phase d'acceptation encore, ils détournent le regard. Vous pouvez quand même expliquer, dire, voilà, je suis en train de vous... Voilà, là, je nettoie la stomie, voilà, là, je nettoie autour. Alors, vous voyez, là, je vais découper, comme ça, je vais bien mettre compte. Vous pouvez expliquer ce que vous êtes en train de faire, expliquer le déroulement de la prise en charge. Et comme ça, la personne, petit à petit, va finir par accepter, parce qu'à un moment donné, ça fait partie de... ça va faire partie d'elle-même, et puis il va falloir qu'elle s'en accommode. Alors, les personnes, elles ne vont pas rester longtemps à l'hôpital après la pose l'opération d'une stomie. Les personnes qui ne seraient pas encore en phase d'acceptation, qui refusent, on peut soit éduquer un proche. C'est un peu compliqué, c'est plus facile d'éduquer un proche pour faire du diabète, pour s'occuper du diabète que pour une stomie. Ça peut être encore plus gênant pour le patient. Et sinon, il y aura une infirmière libérale qui passera tous les jours au domicile, et c'est elle qui s'occupera de l'éducation du patient. Voilà ce qu'on peut dire dans l'ensemble sur les stomies. Et vous serez amené, en effet, à rencontrer des personnes qui ont des stomies depuis très très longtemps. Donc, ce n'est pas à l'infirmière spécifiquement de s'en occuper quand la stomie est ancienne. Voilà, donc ne prenez pas votre air dégoûté. Si au cours de vos stages, vous croisez vous savez qu'il y a des personnes qui sont porteurs de stomie, demandez à accompagner les soignants pour... vous aussi, vous confronter à ça et vous habituer, et vous vous rendrez compte que c'est pas si méchant que ça. Et puis c'est pas douloureux, parce que des fois on n'ose pas trop nettoyer tout ça. Non, c'est pas quand elle est cicatrisée. Au début, oui, c'est sensible. Une fois qu'elle est bien cicatrisée, c'est pas douloureux, pas d'inquiétude. Voilà, on va s'arrêter là, puis je vous dis à bientôt.